On a regardé, alors Adèle Bello, je dois bien le dire, surtout notre journaliste documentaliste, a regardé tous les JT de la semaine et on a remarqué des différences évidemment flagrantes entre le traitement de ce qui s'est passé le 7 octobre et notamment de la douleur des familles israéliennes, très réel, indiscutable, et le traitement de ce qui se passe à Gaza depuis le début de la riposte israélienne. On l'a dit tout à l'heure, il y a déjà plus de 1300 morts à Gaza. Je voudrais vous montrer donc un premier extrait côté israélien. Cet habitant s'est enfermé dans sa chambre au 2e étage d'un immeuble. Ils ont mis le feu à toutes les maisons de mon quartier. J'ai vu les flammes monter, la fumée entrer dans ma chambre. Je me suis dit, c'est la fin. Je vais devoir sortir et ils vont me tuer. Mais par chance, les flammes se sont arrêtées, juste à temps. Nous retrouvons la famille de Daniel Kimmenfeld. Samedi, il pêchait à Zikim. À 6h45, mon père nous a appelés. Il a dit qu'il y avait une alerte et qu'il se mettait à l'abri. Et depuis, plus aucune nouvelle. A-t-il été tué ou kidnappé? La famille est dans l'attente. Eitan, 12 ans, un enfant franco-israélien. Lui et son père sont portés disparus depuis l'attaque de samedi dernier. Eitan et papa me manquent. Eitan a-t-il été amené à Gaza? C'est le scénario le plus probable. Mais la famille n'a aucune nouvelle. J'ai peur pour lui. Peut-être qu'il le frappe. La grand-mère d'Eitan regarde la situation se détériorer à Gaza, les menaces du Hamas d'exécuter les otages en cas d'offensive israélienne. Elle envisage le pire pour son petit-fils. Des sourires sur ces photos largement diffusées par leur famille. Les visages de franco-israéliens décédés ou portés disparus après l'attaque du Hamas. Noya, 12 ans, et sa grand-mère Carmela, 80 ans, sont introuvables depuis samedi. Vers midi, il y a du bruit, c'est horrible. Et ma fille qui me laisse un message vocal. Maman, il y a beaucoup de bruit, j'ai très peur. C'est le dernier message reçu de sa fille, en détresse. Chaque fois que je ferme mes yeux, j'imagine des horreurs. L'attente insoutenable aussi, pour le père et la mère de Karine. On voit la jeune fille à la rêve-partie avec une jambe cassée. On m'a envoyé un message. Si je n'ai pas retourné à la maison, je vous aime beaucoup, c'est tout. Je suis perdue, triste. Ma fille me manque. Donc tous ces sujets datent du JT de France 2 du 10 octobre et dans le même JT, puisqu'on s'est concentré sur un seul JT, voilà comment était traitée la question du côté de Gaza. L'armée israélienne semble à présent se préparer à une intervention dans Gaza. Elle continue d'affaiblir le Hamas en bombardant des cibles. Le bilan de ces frappes est de 830 morts selon les autorités locales. La population est appelée à migrer vers le sud pour éviter les frappes. Le chaos règne. Un théâtre de ruines au milieu de Gaza. Des quartiers résidentiels réduits en poussière. Au milieu des décombres, la population tente de récupérer ce qui peut l'être. Des papiers, des souvenirs ou de quoi manger. Depuis hier, la bande de Gaza est coupée du monde. Plus de gaz, plus d'électricité ni d'eau courante, sur décision du gouvernement israélien. Kadraïm est totalement dépassé, il est livreur d'eau. Les habitants le supplient de leur fournir de quoi tenir. Vous savez que la situation est très difficile. La station ne produit plus assez d'eau. Je n'ai pas de quoi livrer tout le monde. Moi, j'ai 7 familles ici et elles ont 8 à 9 enfants chacune. Comment tu veux que je fasse? Abderrahman s'est précipité pour faire son ravitaillement de produits essentiels qui manquent déjà. T'as du pain, s'il te plaît? Non, il n'a plus rien. C'est pour ça qu'on achète de la farine. Dans son caddie aussi, des pommes de terre, des conserves, du sucre et du riz. Depuis samedi, 187 000 personnes ont déjà fui les villes. Certains espéraient partir en Égypte. Mais ici, à la frontière, le passage de Rafah aussi est bombardé, semant la panique. La plupart trouvent refuge dans les 28 écoles de l'ONU, comme celle-ci, aménagées spécialement. Bertrand Badi, on a deux souffrances très réelles, indiscutables, mais elles ne sont pas montrées de la même manière. Oui, vous savez que
commence toujours, enfin vous savez pas, que je commence toujours mes cours de relations internationales en disant la meilleure définition qu'on puisse donner de cette discipline, c'est la science des souffrances mondiales. Donc effectivement, si on ne veut pas se tromper, tant scientifiquement qu'éthiquement, il faut partir des souffrances. Et des souffrances, ça ne se distingue pas. La souffrance, c'est un absolu. Bon. Maintenant, ce que je voudrais dire, et en fonction des reportages que vous avez montrés, c'est 2 choses. Le jeu international, il va en 2 directions. Il y a le monde qui regarde et il y a les souffrants qui regardent comment ils sont regardés, si vous me permettez cette formule un peu alambiquée. Alors, sur le premier plan, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la base des relations internationales modernes, du fait du progrès de la communication, de la médiatisation, de la mondialisation, chaque individu s'identifie plus ou moins à un ou à plusieurs acteurs du conflit. Et donc, il y a une bataille de l'identification. À gagner ce que l'on appelle la bataille de l'opinion publique internationale, celui qui saura susciter des identifications à sa propre cause. Et effectivement, quand d'une part vous voyez des familles souffrant atrocement, mais que ces familles sont incarnées, qu'on les voit chez elles, sur leur canapé, comme on l'a vu il y a un instant, montrant des photos de petits enfants dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et qui sont probablement des otages martyrs. Ça d'un côté, que de l'autre côté vous montrez des amas de pierre, évidemment, la compassion, l'empathie, ce que le grand Victor Hugo appelait la sympathie des âmes, n'est pas de même densité. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'une souffrance vaut une autre souffrance. Et ce jeu qui est cette course cynique à l'identification, cette espèce d'hypercommunication pour capter des identifications, a quelque chose de profondément révoltant. Moi, j'ai pas du tout envie de choisir entre une mère qui pleure son enfant à Gaza et une mère qui pleure son enfant à Sderot. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire cette espèce de pénétration du conflit dans l'espace mondial, témoin observateur. Il y a une deuxième dimension, et qui là ne transparaît pas, mais qu'il faut avoir en tête. C'est, quand je disais tout à l'heure, il faut tenir compte aussi de la manière dont le souffrant se sent regardé. Comment il regarde celle ou celui qui le regarde. Ça, c'est très important. Parce que, après 75 ans de guerre, le Palestinien, comment il se ressent ? Il se ressent comme quelqu'un de marginalisé, qui n'intéresse pas beaucoup l'opinion publique internationale, qu'on met sous la table, pour reprendre la formule de tout à l'heure, qui meurt dans l'indifférence, même quand il s'agit de personnes de l'importance de Shirin Abu Akleh, par exemple. Et du coup, se crée le plus terrible et le plus belligène des sentiments, celui de l'humiliation, celui de la négation de soi, d'être considéré comme rien du tout ou presque. Et ce qui, moi, m'est revenu, pas seulement de Palestine, parce que, hélas, il ne revient pas grand-chose de Palestine, mais de l'opinion publique arabe, c'est de dire, vous soutenez l'Ukraine, et vous avez raison de la soutenir. Je veux dire, moi, je n'hésite pas une seule seconde pour m'aligner totalement sur le peuple ukrainien qui a été victime d'une guerre d'agression. Mais quel regard portez-vous sur le Yémen, sur le Soudan, sur l'Iran, l'Iran en parle un peu plus déjà, ou sur la Palestine. Et vous pensez que là aussi, il y a une réflexion dans les médias qui est de se dire, c'est pas le moment, c'est-à-dire que si on montre maintenant les Palestiniens, ça veut dire que finalement, on met sur un pied d'égalité les deux choses ? Mais moi, j'aime qu'on mette sur pied d'égalité des personnes qui souffrent également. C'est ça le fond de l'humanité. Le fond de l'humanité, c'est la solidarité, l'empathie, la sympathie des âmes, disait Victor Hugo, que l'on a avec toute personne souffrante. Quand quelqu'un souffre, on ne va pas regarder son passeport, que diable.